madame. Eh bien, je ne suis pas seule sur ce plateau pour poser des questions. Il y a Héritier Manda de Télé 50, Michel Kiapa de la RTNC et Nancy, il est là de Canal Congo. Je vais laisser à Héritier le soin de poser la première question. Première préoccupation, la RDC a célébré le week-end dernier la journée mondiale de la santé. Cela faisait pratiquement 7 ans que la RDC n'avait plus célébré cette journée. Et j'aimerais savoir un peu, qu'est-ce qui a motivé les gouvernements à s'y impliquer cette année? Cette année, la particularité du 7 avril de cette année-ci, c'est que c'était le 70e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé. Et alors c'était également aussi le 50e anniversaire de la déclaration d'Alma-Ata, où tous les pays s'étaient engagés à Alma-Ata à offrir des soins de santé pour tous. Et alors une autre particularité aussi, cette année-ci, le thème international, c'était la couverture sanitaire universelle. Or vous savez que la couverture sanitaire universelle, c'est un thème qui m'est très cher. Et alors c'est aussi un thème qui est au cœur de la mission que le chef de l'État m'a confiée, à savoir essayer de faire le maximum pour offrir aux Congolais l'accès à des soins de qualité. Tout à l'heure, vous avez parlé de la couverture sanitaire universelle. Est-ce que c'est un slogan ou c'est réellement un projet de société pour la RDC? Mais voilà, justement, la couverture sanitaire universelle est un vrai projet de société. La couverture sanitaire universelle, c'est faire en sorte que tous les Congolais aient accès à des soins de santé à un coût abordable. C'est leur offrir l'accès à des soins de base sans nécessairement qu'ils encourent un risque financier. Donc c'est vraiment un projet de société dans lequel nous voulons tous nous engager et c'est un projet de société qui part du sommet d'État que le gouvernement doit mettre en place à travers à la fois le ministère de la Santé mais également le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale car il y a toute une dimension de prévoyance, de couverture sociale également. Revenir un peu à la journée, à cette célébration. On a remarqué au cours de cette célébration, vous avez notamment lancé le village de la santé. C'est quoi ces concepts? Eh bien, le concept du village santé, c'était justement pour essayer de briser certaines barrières. On parle souvent de barrières financières en matière de santé, mais ce qui est le plus frappant, ce sont des barrières aussi culturelles. Et alors, le concept de village santé, c'était pour justement rapprocher les professionnels de la santé et de la population et essayer de faire découvrir à la population tout le travail que le ministère de la Santé et tous les acteurs de la santé font pour la promotion, l'amélioration des soins de santé de la population. Et alors un élément qui était aussi très important et très intéressant dans cette journée, le fait d'avoir un village, ça permettait à tout le monde de côtoyer les professionnels de la santé, d'être sensibilisés aux problèmes de santé. Et alors une dimension très importante aussi, c'était de leur permettre d'avoir accès à des tests diagnostiques gratuits, des dépistages gratuits et les hôpitaux qui étaient présents ont également offert des consultations gratuites à la population. Monsieur le ministre, la couverture sanitaire universelle, je pense que c'est un processus qui requiert de préalables. Est-ce que vous avez identifié ces préalables et quelles sont les priorités pour la République démocratique du Congo? Eh bien, la couverture sanitaire universelle, comme vous dites, c'est un projet de société. Et un projet de société ne doit pas toujours être reporté à demain. C'est-à-dire que le Tedros, le directeur général de l'OMS, disait que la couverture sanitaire universelle ne doit pas être un projet dans le futur, mais que toutes les nations, aujourd'hui, avec les moyens qu'ils ont, eh bien, ces nations peuvent mettre en route ce projet de couverture sanitaire universelle. Et donc, dans le cadre de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est d'un engagement de tous, que ce soit la population, les professionnels de la santé. Le gouvernement est engagé, c'est une priorité nationale. Et donc, aujourd'hui, pour lancer, nous avons tout pour commencer ce voyage, ce processus, ce projet de société de la couverture sanitaire universelle. C'est un processus qui prendra beaucoup d'années parce qu'il y a énormément de défis. Il y a entre autres le défi démographique qui fait que sur les 10 dernières années, par exemple, la population de la République démocratique du Congo a augmenté de plus de 20 millions. Donc ça veut dire qu'en 10 ans, on doit subvenir aux besoins d'une population qui correspond à 2 fois la population de la Belgique ou du Portugal. Et donc ça fait partie des défis de la couverture sanitaire universelle, mais ces défis-là ne doivent pas nous amener à reporter à demain
ce que nous pouvons commencer aujourd'hui. Nous devons commencer ce combat-là aujourd'hui. Comme on dit, pour qu'un arbre puisse porter des fruits et de l'ombrage, ça prend du temps, mais donc n'attendons pas demain pour planter cet arbre. Commençons dès aujourd'hui cette longue route vers la couverture sanitaire universelle. Puisque nous parlons de la couverture sanitaire universelle, dites-nous un peu qu'est-ce que la RDC a déjà réalisé comme progrès en ce terme. Ce qui est important à dire, c'est que tout d'abord, le droit à la santé est inscrit dans la Constitution. Donc ça, c'est déjà un élément énorme. Je crois que l'article 53 de la Constitution dit que la santé est un droit. Une autre dimension qui a déjà, dans les progrès qui ont déjà été réalisés, il faut tenir compte du fait qu'on a, au niveau du gouvernement, un programme qui a été initié par mes prédécesseurs, c'est le programme d'équipement des structures sanitaires. C'est un programme qui va permettre justement de réduire les barrières d'accessibilité géographique. Donc on augmente la couverture en offre de soins. Ça, c'était donc le deuxième aspect. Une autre réalisation importante qui a déjà été faite en termes d'accessibilité financière, c'est le fait que la prise en charge de certaines endémies comme la tuberculose, le VIH, sont tout à fait gratuites. L'accès aux moustiquaires imprégnés pour réduire les risques de paludisme est aussi gratuit. Et alors il faut aussi savoir que dans certaines communes, je visite souvent la maternité de Kingasani, et bien là, les religieuses m'ont dit que depuis quelques années, la malaria chez les enfants n'est plus la première cause d'hospitalisation. Ce résultat a été obtenu grâce à la distribution gratuite de moustiquaires imprégnés. Et alors aussi, il y a un autre programme du gouvernement qui est une énorme avancée dans la couverture sanitaire universelle, c'est le programme de développement sanitaire qui est surtout axé sur la santé de la mère et de l'enfant, mais ça on pourra en parler plus longuement dans notre conversation. Cette loi, ce projet de loi que mon prédécesseur a déposé est toujours en cours d'analyse au niveau de l'Assemblée nationale. Jusqu'à présent, il y a eu plusieurs échanges. En marge et au-delà de toutes les différentes préoccupations et des priorités qu'a le Parlement, nous continuons en tout cas à finaliser l'analyse de cette loi pour qu'elle soit adoptée dans les meilleurs délais. Oui, Excellence, Monsieur le Ministre, est-ce que vous pouvez nous parler du lien qui existe entre la couverture sanitaire universelle et le programme national de développement sanitaire de la République démocratique du Congo? Le programme national de développement sanitaire, c'est le plan stratégique quinquennal du ministère de la Santé. L'objectif de ce plan quinquennal, c'est justement d'arriver à la couverture sanitaire universelle d'ici 2030. Mais cette démarche, comme je l'ai dit, elle doit commencer dès aujourd'hui. Et dès aujourd'hui, en tout cas, nous faisons énormément donc, de projets, nous prenons énormément d'initiatives pour la mise en œuvre de cette couverture sanitaire. Alors la couverture sanitaire, en deux mots, ça veut surtout dire qu'on ne va pas tout offrir à toute la population à n'importe quel prix. Je crois que c'est un message important. La couverture sanitaire universelle, c'est se focaliser d'abord sur un paquet de soins de base prioritaires, de qualité, qu'il faut offrir à la population à un coût très accessible, tenant compte du pouvoir d'achat de la population, pour qu'un patient n'ait pas toujours à choisir entre manger et les soins de santé, mourir et les soins de santé. Donc en fait, ça doit être un coût abordable, accessible à tous. Vous avez parlé, le problème de santé, c'est d'abord un problème d'esprit et de comportement. Quel est-il pour à ce propos? Eh bien, c'est une question aussi qui est très intéressante parce qu'en fait, la santé, ce qu'on oublie souvent, c'est que la santé, on a tous un capital santé, c'est notre bien le plus précieux. Et ce capital santé, pour le préserver, nous avons tous notre part de responsabilité. Et alors, je crois que la première dimension de notre responsabilité, c'est d'avoir une vie saine. Je pense qu'en termes d'alimentation, je crois qu'il faut avoir une alimentation saine. Il faut avoir aussi pratiqué régulièrement l'exercice physique. Une autre dimension du comportement, c'est d'avoir des comportements responsables. Vous savez que la plupart des maladies de l'enfant, des maladies telles que le choléra, sont des maladies qui sont liées à l'hygiène. Donc,
c'est un comportement d'hygiène de vie, de propreté des mains. Je crois que la vaccination des enfants, c'est aussi ça, un comportement responsable. Installer des moustiquaires à la maison, tout ça, ça fait partie justement des comportements responsables qui peuvent aider chacun à préserver la santé. Et alors une autre dimension qui est aussi importante dans la dimension de couverture sanitaire universelle, c'est que la couverture universelle, c'est aussi un projet de mise en commun de moyens et de solidarité. Donc tout le monde, nous encourageons tout le monde à participer à une mutuelle de santé. C'est une façon en fait de mutualiser ensemble. Voilà, Monsieur le ministre, la couverture sanitaire universelle, vous avez dit pour réussir, il faut aussi l'implication du personnel soignant. Or, nous connaissons tous les plaintes du personnel, des infirmiers et de médecins, et même le problème que nous rencontrons, de problèmes d'infrastructure, de matériel, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est déjà fait ou qui est pensé par rapport à ça pour y remédier? Dans le domaine de la santé, moi comme ministre, en fait, j'ai 4 grands chantiers, 4 grandes priorités. La première, c'est la question du financement du système de santé, qui est bien sûr étroitement lié à la couverture sanitaire universelle. La deuxième grande des priorités, le deuxième grand chantier, c'est la santé de la mère et de l'enfant. Donc tout le monde doit avoir accès vraiment à des soins de qualité, surtout la mère et l'enfant. Le troisième grand chantier, c'est le chantier qui concerne la lutte, la prévention, la lutte des maladies contre des grandes endémies. Et le quatrième grand chantier, c'est justement la réforme des formations sanitaires. On a un énorme problème aujourd'hui de qualité de nos formations sanitaires. J'ai récemment terminé avec le ministre de la fonction publique le processus de désignation d'un nouveau directeur général de tout ce qui est l'organisation et les structures de soins de santé. Alors la mission de ce directeur général, c'est de mettre en place ma vision qui consiste à savoir qu'un hôpital, c'est une entreprise au service des patients. Donc en tant qu'entreprise, l'hôpital doit être géré comme une entreprise, avec des moyens modernes, des outils modernes, et comme entreprise de service, les professionnels de la santé doivent aussi savoir qu'ils sont là pour prodiguer des soins de qualité. Et la qualité, ce n'est jamais une question de moyens. C'est d'abord une question d'état d'esprit, de faire le maximum qu'on peut avec les moyens dont on dispose. L'exemple que je prends souvent, c'est l'exemple de Cuba. Cuba est arrivé à un système de santé qui offre de la qualité, mais ils ont développé ce système de santé alors qu'ils étaient sous embargo avec très peu de moyens. Donc c'est vraiment pour dire, la qualité, c'est d'abord un état d'esprit, ce n'est pas une question de moyens. Donc avec les moyens dont nous disposons aujourd'hui, si nous améliorons la gestion et si on change l'état d'esprit, eh bien, on sait offrir des soins de qualité à la population. Quel est le montant de la couverture sanitaire universelle en une année? Les coûts? La couverture sanitaire universelle, c'est un coût qui est toujours dynamique. Le coût de la couverture sanitaire en 2030, avec une population qui sera peut-être au-delà de 150 millions d'habitants, n'est pas le coût de la population, de la couverture sanitaire aujourd'hui. La couverture sanitaire, ce n'est pas une question donc de budget, c'est simplement de se dire, avec le budget que nous avons aujourd'hui, le budget des soins de santé est un budget de 400 millions de dollars. Eh bien, avec ce budget-là, avec ce que la population paye, ce que le budget des ménages, avec ce budget-là, nous devons parvenir à améliorer et à offrir des soins de qualité. C'est ça la vision où on n'est pas orienté moyen, mais orienté résultat. Ok, lors de votre nomination au ministère de la Santé publique, vous avez notamment promis de digitaliser le système sanitaire en RDC. Où en est-on avec ce projet? Eh bien, ce projet qui est très très ambitieux, qui s'inscrit parfaitement dans le droit de ligne de la vision du chef de l'État de la révolution de la modernité, est un projet qui me tenait à cœur d'essayer de vraiment moderniser le système de santé. Eh bien, ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a d'abord créé une cellule e-santé
au sein du ministère de la Santé, en tout cas au cabinet. Elle est au cabinet et au niveau de l'administration. Cette cellule e-santé a deux missions principales. La première mission, c'est améliorer, digitaliser l'information sanitaire. Vous savez, pour prendre des bonnes décisions, pour améliorer le système, il faut avoir une information sur la performance du système. La digitalisation de l'information va également améliorer la redevabilité et la transparence dans le système. La première mission, c'est l'information sanitaire. La deuxième mission de cette cellule e-santé, c'est de digitaliser les formations sanitaires. Si on veut offrir des soins de qualité, il faut avoir un dossier médical informatisé. L'informatisation permettra également la gestion des stocks, la gestion de la pharmacie, la gestion administrative des formations médicales. Donc, jusqu'à présent, où nous en sommes, donc nous avons cette cellule e-santé, nous avons un expert international au sein du cabinet qui est africain et qui travaille avec nous pour justement accomplir ces deux missions, digitaliser toute l'information sanitaire et digitaliser les formations sanitaires. Ok, avant votre nomination, il y avait plusieurs projets du ministère de la Santé, notamment le programme PES. On n'entend presque plus parler. On aimerait savoir où en est-on avec ces projets. Le projet PES est toujours en cours. Parce qu'on ne le sent presque plus, il n'y a plus de communication, on ne sent presque plus rien là. C'est-à-dire qu'en fait, on a surtout axé la communication sur la couverture sanitaire universelle. Nous avons axé la communication sur les comportements, sur le changement de mentalité. Dans la mesure où ceux qui soignent, ce n'est pas un équipement qui soigne, ce n'est pas le scanner qui soigne, ce sont les individus qui soignent. Mais bien sûr, pour que ces individus, pour que les professionnels de la santé prodiguent des soins de qualité, ils doivent être dans un environnement avec des équipements de qualité. Et donc c'est la raison pour laquelle, en marge de tout ce que nous faisons, nous avons essayé justement de redynamiser ce programme PES. Il faut savoir que le programme PES est entièrement financé par le gouvernement. Donc nous sommes parvenus avec le Premier ministre, le ministre du Budget et le ministre des Finances de dégager un nouveau budget, une nouvelle somme consistante pour justement poursuivre ce programme PES qui a été commencé par mes prédécesseurs et qui est extrêmement cher au chef de l'État pour justement contribuer à rééquiper les infrastructures sanitaires, les redynamiser, refaire certains bâtiments. Je crois qu'il y a beaucoup de bâtiments qui nécessitent une certaine restauration et alors ils continuent à équiper et à construire des nouvelles formations sanitaires. Donc je vous rassure, le programme PES est toujours là et donc nous sommes en train de le redynamiser. Ce que je veux vraiment faire comme pilier, ce que je veux mettre au centre comme première étape de la couverture sanitaire universelle, c'est surtout la santé, pas de la reproduction uniquement, mais uniquement celle de la mère, de l'enfant et de l'adolescent. Et au cœur de cette vision-là, il y a le programme justement de développement des structures sanitaires, c'est le PDSS. C'est un programme du gouvernement qui est étalé sur environ 13 provinces. Alors le principe de ce programme, c'est qu'on a signé des contrats avec des formations sanitaires. Ces formations sanitaires s'engagent à prodiguer donc des soins de qualité à la mère, à l'enfant, aux adolescents, projets de planning familial et autres, à un coût abordable, ça veut dire à un coût aussi forfaitaire. Généralement, lorsque quelqu'un va dans une formation sanitaire, il doit payer un montant pour sa fiche médicale, un montant pour la consultation, un montant pour les examens, un montant pour également les médicaments. Dans ce programme PDSS, la maman qui a eu avec son enfant à l'hôpital doit payer juste un montant forfaitaire. Ce montant couvre la fiche, la consultation, les examens, prise de sang ou radio et les médicaments. Et alors, elle paye un montant forfaitaire très très simple, très modique. Et en contrepartie, la formation sanitaire, elle est subsidiée à certaines conditions. Il y a un contrôle qui est fait sur l'effectivité de la consultation, de la prestation, la qualité de la prestation, et ce contrôle est fait en association avec la communauté. Donc en fait, il y a des enquêtes qui sont faites justement auprès des mamans, si elles ont été satisfaites, si elles ont été bien soignées.
Et ça couvre aussi bien donc les soins curatifs, les soins préventifs, les accouchements, les consultations prénatales, les consultations postnatales. C'est vraiment ça. Nous estimons que si nous faisons de ça une priorité, nous pourrons très vite améliorer les indicateurs de santé de notre pays. Oui, Monsieur le ministre, je crois que nous sommes en train de chuter, mais je ne voudrais pas qu'on boucle sans pour autant évoquer la santé des adolescents. Je crois que vous avez fait allusion à cela tout à l'heure. Alors, une question est importante pour moi et je la pose. C'est par rapport au dépistage des jeunes. Nous savons que la prévalence du VIH, elle a tendance à baisser dans la population générale, mais elle augmente auprès des jeunes. Et les associations des jeunes contre les sida se sont réunies pour présenter un plaidoyer en faveur du dépistage des jeunes, adolescents notamment. Et ces plaidoyers, ou plutôt ce projet de loi a été rejeté au niveau de la Chambre basse de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'avec ça, vous ne pensez pas que c'est encore une barrière pour lutter contre le sida, surtout dans le milieu des jeunes? Mais je pense que les lois, c'est important. Mais ce qui est encore plus important, ce sont les comportements et les pratiques. Avoir un support de loi, c'est bien, mais je pense que nous n'avons pas besoin d'attendre la loi pour justement prendre des initiatives, travailler avec les associations des jeunes et justement améliorer la sensibilisation et le dépistage dans les milieux des jeunes. Tout à l'heure, je vais lancer le plan stratégique national de lutte contre le VIH. Et bien, dans ce plan-là stratégique, il y a tout un volet important qui est consacré à la stratégie pour mieux cibler les jeunes, pour mieux sensibiliser les jeunes et pour justement leur permettre d'avoir accès à un dépistage facile, à un dépistage dans des conditions d'abord gratuites, également aussi de leur permettre d'avoir accès à des soins de qualité, à un traitement gratuit. Donc le plus important dans ce domaine-là, bien au-delà de la loi, c'est de changer les comportements, de sensibiliser, de dire aux jeunes qu'ils doivent avoir une sexualité responsable, être informés et échanger aussi l'information entre eux, avec les adultes, avec les professionnels de la santé. Lors de la journée mondiale de la santé, il y avait beaucoup d'associations de jeunes. Ils étaient très engagés et ils ont contribué activement à cette journée. Voilà, merci beaucoup Monsieur le ministre d'avoir répondu à nos questions et j'espère que vous pourrez être dans l'avenir aussi disponible que vous l'avez été aujourd'hui pour répondre chaque fois qu'il en faut aux questions des journalistes par rapport à la santé. Ok, merci beaucoup en tout cas vous aussi pour cet échange, mais en tout cas je suis toujours à votre disposition pour mieux faire connaître le ministère de la Santé et pour contribuer à diffuser des messages pour améliorer la santé du peuple congolais. Alors, à vous, chers téléspectateurs, nous vous disons aussi merci de nous avoir suivis et nous rappelons que c'était une émission spéciale en marge de la journée mondiale de la santé célébrée chaque année le 7 avril. Il était question d'expliquer la couverture sanitaire universelle qui était le thème retenu et surtout l'expliquer dans le contexte de la République démocratique du Congo. À toutes et à tous.